Deuxième partie du débat avec toujours Stéphane Cadieux, directeur de la gestion de Fédéral Finance, et Gérard Moulin, directeur de la gestion également de Amplegest. Alors, on va parler maintenant, on va parler des technos, on va parler maintenant des thématiques à privilégier pour 2016, plus largement, tout secteur confondu. Alors, vous, chez Fédéral Finance, vous avez un biais plutôt européen. D'ailleurs, je crois que vous aussi, chez Amplegest. Alors, on va regarder un petit peu chacun de vous, quelles sont les thématiques que vous privilégiez pour cette année. Alors, en termes de thématiques, nous, on va jouer, et on va continuer, j'ai envie de dire, à jouer le thème du domestique sur l'Europe. Dans un environnement où il y a toujours des incertitudes qui pèsent sur la croissance mondiale, le marché ne semble pas prêt à vouloir jouer un retour sur des valeurs très exposées, émergentes et autres. Donc on va continuer à jouer des secteurs un peu plus domestiques, parce que finalement la croissance en Europe devrait continuer à accélérer légèrement en tout cas en 2016, et qu'il y a des thématiques, alors je pensais notamment à la thématique de la construction, parce que la construction, on le voit notamment dans des pays comme l'Allemagne, c'est une thématique qui a du potentiel, et encore plus, j'ai envie de dire, avec la crise des migrants, où on voit bien que le gouvernement allemand va devoir financer un grand nombre de logements. Alors, pas se faire immédiatement, mais ça va avoir un impact quand même sur les programmes. Donc le secteur de la construction pour nous est un secteur en Europe qui nous plaît bien. Des secteurs comme aussi tout ce qui est infrastructure, activités régulées, qui quelque part profitent directement. C'est très lié au PIB et c'est très peu exposé à l'international. Donc ça, quelle valeur vous parlez dans les télécoms, par exemple, nous, c'est vrai que des choses comme KPN, comme Telecom Italia, sont des dossiers qu'on aime bien en 2016. Et puis, on va essayer de jouer aussi des secteurs tels que l'assurance. Alors c'est très différent, mais c'est pour encore une fois équilibrer les portefeuilles, parce que finalement on se rend compte que dans un environnement de taux très très bas, c'est des acteurs qui résistent bien. On a encore vu un acteur comme Allianz annoncer au mois de décembre que malgré l'environnement de taux bas, il serait capable, il pourrait tenir 21 ans avec ces niveaux de taux sans avoir de problème. Donc ça prouve que les assureurs ont finalement très bien géré cet environnement et s'y sont adaptés et continuent à délivrer finalement des retours très intéressants, ont des niveaux de dividendes très élevés, et donc voilà, ça équilibre un petit peu justement avec les secteurs que j'ai évoqués précédemment. Le seul secteur exposé un petit peu à l'international sur lequel on revient, c'est la santé, parce qu'on trouve que c'est un secteur qui a comme été bien attaqué sur la fin de l'année 2015 et qui a bien sous-performé sans qu'on ait vraiment compris trop pourquoi. C'est vrai que les performances avant étaient plutôt bonnes sur le premier semestre, mais aujourd'hui on se dit que les valorisations sont redevenues attractives, les thématiques de croissance sont présentes, et en plus on voit que les pipelines commencent à se remplir chez pas mal d'acteurs tels que Roche, même Sanofi. Et donc nous on revient sur le secteur de la santé qui nous semble un secteur assez à profil assez visible dans un environnement encore une fois de croissance molle où on a un peu la paranoïa des sales warnings, des profit warnings. Avoir des sociétés sur lesquelles on a une croissance visible nous semble aussi une stratégie intéressante pour traverser l'année 2016 qui pourrait être volatile encore. Gérard, vous êtes également sur ce même type de secteur, la construction, l'assurance, le télécom, la santé, comme le dit Stéphane. C'est ce que vous suivez, non? Alors qu'est-ce que vous suivez? Alors je reprendrai par contre la dernière phrase, c'est croissance visible, croissance protégée, donc c'est pas tout à fait la construction qui est plus cyclique, ou effectivement la santé par contre pourrait rentrer dedans. Alors si vous voulez, nous l'approche est différente, on a une vision qui est très liée à l'intensité concurrentielle. Donc en fait, pricing power, c'est ce que... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'intérêt de nos clients, c'est-à-dire si vous voulez, l'année dernière, on a fait, sur le fonds Grande Capi, on a fait plus 21 comme ça. Donc on va continuer, parce qu'en fait, en fin d'année, quand vous avez fait une très bonne performance, vous regardez si vous êtes à bout de souffle. Alors, voilà. Est-ce que ça a complètement délivré? Est-ce que nos valeurs sont chères? Il faut tout revoir. Là, ce n'est pas le cas. On a 4 valeurs sur 28, le fonds est très concentré, qui sont, entre guillemets, un peu chères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la profitabilité de ces boîtes et leur perspective a cru au moins aussi vite que leur progression de cours. D'accord? Donc en fait, on se retrouve avec un portefeuille en fin de 2015 qui n'a pas besoin d'être chamboulé. Alors je reviens à votre question. Intensité concurrentielle. Je vais vous prendre un exemple. On aime bien les équipementiers automobiles. Que vient de faire Plastic Omnium? Plastic Omnium vient de faire une acquisition européenne, principalement puisque Faurecia, la reprise des blocs extérieurs de Faurecia, leur permet d'être plus fort en Allemagne. Mais ce n'est pas du tout pour jouer quelque chose de cyclique en Allemagne. Plastic Omnium fait ça pour être référencé chez les grands constructeurs allemands. C'est très différent. Vous voyez, c'est cette différence entre débouchés et, de l'autre côté, intensité concurrentielle, acteurs globaux. L'idée, c'est d'être référencé chez Audi et d'autres,
Allemands pour pouvoir conquérir le monde. C'est ça l'idée. Mm. Hein. C'est pas pour jouer une reprise cyclique sur 3 ans en Allemagne. Donc c'est toujours cette différence entre top-down et bottom-up. Donc nous, on aime bien les sociétés qui, évidemment, sont en croissance autonome. On n'aime pas celles qui sont liées au cycle. On aime bien ce qui est croissance autonome. C'est-à-dire qu'au-delà des cycles, c'est voilà, j'ai un gâteau devant moi qui grossit, je sais faire, j'ai des barrières à l'entrée, je ne suis pas arrogant, mais j'ai prouvé qu'avec 2-3 autres du secteur, je sais conquérir le monde dans le bon sens du terme. Vous aviez un biais sur Ingenico pendant longtemps. Oui. C'est toujours le cas aujourd'hui? Ça devient un peu... Oui, alors elle est moyennement pondérée alors qu'elle avait été Ça fait partie des surpondérée. 4 trop chers? Non, pas encore, non. Mais après, là, nous, on joue sur le levier aussi des pondérations. Ouais. Et elle était très pondérée, elle l'est moyennement. Donc aujourd'hui, on joue voilà, les équipementiers automobiles, l'éolien, on est très très présent dans l'éolien. Nordex et Gamesa, Allemagne, Espagne, mais de nationalité, mais avec présence mondiale. Alors Là où on est vraiment l'éolien, européen. pourquoi? Donc, parce que vous dites, voilà, pareil, toujours barrière à l'entrée. Quel est le Parce que le principe? monde a changé. Quoi. C'est des sociétés qui ont failli disparaître il y a 8-9 ans, 10 ans. Et aujourd'hui, elles n'arrivent pas à fournir. On adore les sociétés qui ont des carnets de commandes. Vous voyez, c'est Valeo, c'est Gamesa. Quand même, une entreprise, c'est ça, c'est des carnets de commandes. Hein. Donc après, il y a tout notre boulot à faire d'analyse. Mais je veux dire que la base du travail, c'est quelles sont les entreprises qui ont des carnets de commandes qui grossissent chaque année. Le patron de Valeo, l'un des trucs qu'il regarde tous les matins, le premier truc, c'est l'évolution de son carnet de commandes. C'est une obsession. Donc où on en est, combien on a de produits qui n'existaient pas il y a 2 ans. Voilà. Donc pour nous, ce sont ces sociétés-là, parce que quand même c'est assez moche la croissance mondiale aujourd'hui. Quand vous regardez les débouchés globaux, et le problème quand c'est moche, quand le gâteau se réduit, c'est que justement on revient à une guerre des prix. À chaque fois que le gâteau se réduit, par définition, pour maintenir ses positions, et l'actionnaire en pâtit en bout de chaîne. Il en pâtit toujours. Guerre des prix, Stéphane, c'est aussi quelque chose en effet que vous regardez, la barrière à l'entrée, c'est aussi quelque chose qui est important? C'est dans nos grilles d'analyse, c'est un critère systématique que l'on regarde. Après, on n'est pas uniquement sur ce critère-là, on est beaucoup plus large dans nos attributs qu'on se fixait systématiquement dans l'analyse des sociétés. Mais oui, mais alors, pour le coup, nous, c'est un critère qu'on regarde, mais il y a aussi une tendance qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est-à-dire que 2016, pour la première fois, pourrait être une année où les niveaux d'inflation pourraient commencer à repartir. Et c'est vrai que la notion de guerre des prix ne revêt pas la même importance dans un monde désinflationniste, hein, en tout cas des niveaux d'inflation qui n'arrêtent pas de baisser, que lorsqu'on peut avoir de nouveau des chiffres d'inflation qui repartent. Et comme nous, dans notre scénario, c'est un petit peu le pari que l'on fait sur la fin de l'année 2016, de voir des chiffres d'inflation qui repartent, qui reviennent autour de 1,5, 1,7 aux États-Unis et qui reviennent plus proches de 1 en Europe. Alors ça reste encore très faible en absolu, mais ça pourrait créer en tout cas un point d'inflexion qui permettrait à certains acteurs qui ont souffert de cette période qui était difficile pour les prix, peut-être de commencer à retrouver un petit peu de pricing power là où elles en avaient perdu. Et l'effet sur les bénéfices pour ces entreprises-là peut être très très fort. C'est-à-dire qu'un point de prix peut avoir des impacts très forts sur les bénéfices. Enfin, je recite dans la construction un acteur comme Saint-Gobain, qui effectivement a eu du mal sur les effets de prix ces dernières années. On sait que 10 ans, ça fait plus même. Voilà. Et donc on sait que parce que ça fait 10 ans que l'inflation n'arrête pas de baisser, et si jamais effectivement Saint-Gobain arrive à repasser un peu de pricing power parce que l'inflation redémarre légèrement, il y a un impact très très fort sur la rentabilité. Alors on va faire maintenant, pour la terminer, vos paris là, pour 2016, les 2 valeurs sur lesquelles il faut parier selon vous cette année. Alors, là, il y a un compartiment dans nos investissements dont je n'ai pas parlé qui est pour le coup plus européen parce que les 2 sociétés françaises sont super leaders européennes, c'est les maisons de retraite. Donc moi, je serais très hors PA sans souci. Il faudrait vraiment qu'il y ait un changement de réglementation français. Et encore, maintenant, 53% de leur business se fait hors France. Mais c'est un rouleau compresseur conquérant extraordinaire, ce groupe. Donc moi, je dirais hors PA. Et je dirais également Gamesa pour les éoliennes en Espagne. Je pense que c'est des valeurs qui feront tranquillement 15%. Orpea Gamesa, donc pour vous Gérard, et pour vous Stéphane, ce serait quoi? Alors je vais vous donner une grande et une petite, parce que nous on aime bien aussi les valeurs moyennes, mais c'est vrai que sur les grosses valeurs, je citais Saint-Gobain. Je vais reprendre Saint-Gobain qui est un acteur qui a beaucoup souffert et sur lequel on pense qu'il y a vraiment un potentiel de recovery important. Et sur les petites valeurs, j'ai envie de citer une société comme Naturex. Naturex, encore une fois, qui est une société qui pour nous recèle un potentiel encore très important d'un point de vue boursier. Et là, quand on joue Naturex, on joue quoi? On joue les ingrédients alimentaires naturels. Oui, mais d'accord, mais on joue quoi? On joue pas ça. La réaccélération de la croissance.
Ouais. Encore une fois, il y a eu un certain tassement. Et là, on pense que de nouveau, ça va s'accélérer. Et donc, c'est vraiment une conviction forte que l'on a en portefeuille. C'est une société en fait, qui a été décotée et qui aujourd'hui pourrait repartir. En tout cas, qui a, de rattrapage. qui a légèrement sous-performé effectivement ces derniers mois et sur lesquels on pense que voilà, les investisseurs pourraient se réintéresser au dossier. Orpea, on parle souvent d'Orpea ou Corian, c'est un peu les deux champions du secteur des maisons de retraite. Pourquoi Orpea plus que Corian? Parce que chez Corian, il y a eu un parachutage managérial à la française, c'est-à-dire qu'on a viré l'équipe qui avait tout fait depuis 3 ans. Ouais. Il y a une nouvelle CEO qui n'est pas du métier, qui a été parachutée. Voilà, donc on souhaite bonne chance à cette personne, mais on va regarder ce qu'elle est capable de faire. D'accord. C'est typiquement français, ça, on ne voit pas ça ailleurs. Donc Le management, finalement, c'est aussi un élément important. Oui, bien sûr. Oui, alors Buffett disait ou dit encore qu'un business extraordinaire ne nécessite pas un management extraordinaire. Donc c'est un peu vrai des maisons de retraite, c'est-à-dire que bon, c'est vrai que c'est plus compliqué d'être CEO de Carrefour que d'Hermès ou d'Orpea, parce que dans un cas vous vous battez tous les jours pour votre survie et dans l'autre, bon, c'est beaucoup plus visible comme business. Néanmoins, ce parachutage est très très bizarre et on attend de voir. Donc plutôt, alors on a un peu de Corian, mais très très sous-pondéré et Orpea très pondéré. Alors Orpea, Gamesa pour vous Gérard, Saint-Gobain et Naturex pour vous Stéphane. Merci beaucoup messieurs. Donc Stéphane Cadieux, directeur de la gestion chez Fédéral Finance et Gérard Moulin, donc les responsables de la gestion action chez Amplégest. C'est la fin du débat de Direct Gestion. On passe maintenant à Direct Investisseur.